Chers amis, bonjour. Nous sommes réunis pour une nouvelle émission de Faire École et j'ai le plaisir de rencontrer aujourd'hui François Bousquet pour un entretien à propos de son livre, son dernier ouvrage, Le racisme anti-blanc, qui vient juste de sortir. François Bousquet, bonjour. Bonjour monsieur le député. Donc, merci de nous avoir rejoints pour cet entretien libre, évidemment, totalement ouvert. La tradition, c'est que l'invité se présente pour commencer avant d'entrer dans le vif du sujet. Je vous en prie. François Bousquet, 68, donc mois de juin. Je commence à vieillir, journaliste, d'abord journaliste, homme du livre depuis toujours, papivore, libraire, éditeur, journaliste et rédacteur en chef de la revue Éléments, dans laquelle j'ai commencé à travailler ce sujet du racisme anti-blanc. Parce que Éléments, il n'y a pas un espace contraint, donc j'ai pu l'aborder. Voilà. En quelques lignes. Bon, c'est très bien. Merci beaucoup. Oui. Je suis un lecteur assidu d'Éléments que je recommande à nos téléspectateurs, puisque c'est le terme consacré. Bien, alors, parlons de votre livre. Qu'est-ce qui vous a décidé à faire cette plongée, en fait, dans une forme d'enfer, puisque ce que vous avez découvert est épouvantable, c'est glaçant, absolument glaçant. Qu'est-ce qui vous a décidé à faire ce travail journalistique et éditorial en même temps? Oui, donc vous avez raison, ça prend à la gorge. J'ai encore des témoignages qui affluent après la sortie du livre, et qui ont un effet démoralisant dès lors qu'on en prend connaissance. Ce qui m'a convaincu de le faire, c'est que mes confrères ne l'ont pas fait. C'est que mes confrères journalistes ont une paresse intellectuelle, ou une paresse idéologique, ou des blocages plutôt idéologiques, qui fait qu'un pareil sujet qui est massif, n'est absolument pas documenté, d'après nos instituts de démographie et de statistique, l'INSEE et l'INED, par les sondages et encore moins par la presse et la recherche. Donc c'est un impensé délibéré, volontaire, qui est devenu un non-objet sociologique, journalistique. Et mes antennes de journaliste, d'abord de journaliste, ont fait que je me suis emparé de ce sujet-là, parce que j'ai rencontré, grâce aux éditions de la Nouvelle Librairie aussi, beaucoup d'ex-collégiens et d'ex-lycéens. Il y a une très grande étanchéité générationnelle. Ça ne frappe pas assez. Donc on a du mal, nous adultes, nous nés avant le regroupement familial, et les effets différés du regroupement familial, en tout cas dans le cadre scolaire, on a du mal à percevoir ce qu'est la scolarité depuis 10, 20, 30 ans, à la jonction de la France périphérique et de la France des quartiers. C'est vraiment à cette jonction-là que j'ai eu le plus de témoignages. Et donc c'est des jeunes gens qui m'ont alerté en me disant voilà ce qui se passe dans la cour d'école, voilà ce qui se passe dans le ramassage scolaire, voilà ce qui se passe dans les stades. Il y a un rapport de force, une guerre des yeux qui s'est instaurée, qui est explicite. Vraiment, c'est des discours de haine explicites. Moi, je pense que c'est un phénomène massif, plus c'est massif aujourd'hui, plus c'est occulté. Ça n'est presque fascinant. Et donc, c'est ces jeunes gens qui sont venus à moi. C'est mon job de journaliste, éditeur, conférencier, organisateur de soirées, d'événements. C'est mon travail d'être un relais entre eux et l'institution. Voilà. Donc c'est ça qui m'a convaincu, c'est la force de ces témoignages et le fait qu'ils soient inaudibles qui m'a poussé à faire ce bouquin, à faire cette enquête. C'est un phénomène beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Tout le monde a un petit peu entendu parler de ça. Même une ministre, je ne sais plus si c'est Aurore Berger ou une autre. Alors, je me permets d'interrompre, monsieur le député. Oui, Aurore Berger a dit qu'elle s'était fait cracher au visage et insulter de sale blanche. Elle a dit que ce n'est pas du racisme anti-blanc. C'est assez symptomatique. En revanche, le porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, a dit que sa fille avait été victime. Alors, est-ce que c'est un collège du Val-de-Marne? Je ne sais pas. En tout cas, c'est dans la banlieue parisienne de racisme anti-blanc. Et Fabien Roussel. Mais Fabien Roussel ne représente que lui-même, malheureusement. Bien sûr. Et donc le phénomène est méconnu, il n'est pas mesuré, vous avez raison. Il est nié quand il apparaît à la surface suite à un drame ou à des incidents scolaires, etc. Et donc, il a l'air assez profond. C'est-à-dire, moi, ce qui m'a frappé, c'est déjà la force de la haine qui s'exprime. Et vous le dites à un moment donné, ça n'est pas une haine sociale. Non. C'est une haine tribale. Et ça, c'est quand même très, très effrayant. Parce que la haine sociale, la lutte des classes, pourquoi pas, qu'elle trouve des échos dans l'établissement scolaire, c'est pas nouveau, ça a toujours été. Sauf que là, il n'est pas question. Ce sont également des pauvres ou des gens de catégorie sociale défavorisés qui sont mélangés dans les cours des collèges et des lycées pro. Mais ce qui les différencie, ça n'est pas l'accès à tel ou tel bien matériel ou à tel statut social,
c'est littéralement leur culture, si on peut appeler ça une culture, enfin en tout cas leur appartenance supposée à une culture, enfin vécue comme telle, et puis aussi les marqueurs raciaux. Oui, c'est qu'on veut pas, qui affleure, c'est vraiment le sous-texte de mon enquête, mais qui n'ont pas le droit de citer. Ça a été totalement banni du discours médiatique. Oui, en effet, c'est pas. Moi, en tout cas, j'ai un témoignage lourd à Argenteuil d'un professeur maghrébin qui est devenu totalement français et européen et qui me fait état d'un des 4 collèges dans lesquels il travaille à Argenteuil, d'une population scolaire de CSP+. Donc ce sont des enfants d'immigrés extra-européens, maghrébins et subsahariens, mais surtout maghrébins dont les parents sont cadres bancaires dans l'assurance. Donc il y a un parcours d'intégration, en tout cas professionnel, qui a fonctionné. On n'a pas de discours misérabiliste de sa part. Pour autant, il y a une rage, il y a une haine. Pour moi, elle est intransitive. Pour moi, cette haine, elle relève d'un discours du ressentiment. Il faut mettre les pieds dans le plat. Je le fais pas totalement dans le livre, parce que c'est pas l'objet du livre, c'est un livre d'enquête. Mais en commentaire du livre, oui, on est confronté à un phénomène de ressentiment qui est un poison lent, qui est un poison qui travaille au corps des populations, qui souffrent de la différence de niveau, je veux dire, qui désirent à la fois ce qu'ils détestent, et qui détestent ce qu'ils désirent. Donc ils sont dans cet entre-deux qui est purement négatif. Ils ne veulent pas construire, ils ne veulent pas d'égalité, ce qu'ils veulent, c'est détruire. Et détruire la population d'accueil. Donc ça nous interroge, nous, sur nos politiques d'accueil. Si, par définition, on accueille des populations immigrées, c'est qu'on fait le pari qu'on va, néanmoins, quel que soit le nom qu'on lui donne, assimilation, intégration, on fait le pari néanmoins qu'à la fin des fins, ils finiront par s'assimiler ou s'intégrer. Or, ça n'est pas le cas. C'est que non, ça marche pas. Notre discours d'amour inconditionnel et universel de l'autre n'est pas réciproque. Ça devrait nous interroger. C'est le premier point, vous avez raison, c'est la puissance de leur haine. Et en vis-à-vis, moi, ce qui me frappe et m'accable, et qui m'accable encore plus après la sortie du livre. Pourquoi ? Parce que je reçois des témoignages qui, par leur récurrence, m'écrasent. C'est que vis-à-vis de cette haine, il y a un trou noir, il y a un vide identitaire. Je suis confronté à des témoins de 30, 40 ans désormais qui sont tous partis à l'étranger. Ça en est fascinant. Ils quittent la France. Et ils me disent la chose suivante: nous avions honte d'être français. C'est le principal malheur, moi je trouve, qui nous frappe, qui nous accable. C'est que l'estime de nous-mêmes a été sapée, érodée depuis 20, 30, 40 ans par le récit des historiens en particulier. Il y a un phénomène de rétro-satanisation de notre passé qui est permanent. Or, il est intériorisé par les populations immigrées, qui le renvoient, et les professeurs, qui le renvoient à la face des élèves de souche, ou comme Michel Tribala les appelle, des natifs au carré, pour recourir à une catégorie plus neutre. Donc, moi j'appelle ça le paradoxe de la nationalité. Tous les témoins, vraiment tous les témoins, il n'y a pas d'exception. Ils vont se politiser ensuite ou quitter la France. Mais tous les témoins qui ont été victimes de racisme anti-blanc ont d'abord été déroutés parce qu'ils n'imaginaient pas qu'il puisse y avoir un discours racial dans un pays qui se veut universaliste et qui a gommé la question raciale. Et surtout, s'inventer des origines. Il y a un paradoxe. Je viens de recevoir un témoignage là d'une Française qui est en Asie là, et elle s'est inventée des origines russes. Pourquoi russes ? Je ne sais pas. Elle devait aimer Tolstoï et Dostoïevski. Mais le syndrome a été si loin chez elle, mais comme chez beaucoup d'autres. C'est qu'à la fin, elle finissait par croire qu'elle était russe. Parce qu'il n'était pas envisageable qu'elle puisse être française. Et j'aime beaucoup le bouquin de Samuel Huntington, un seul de lui, c'est Qui sommes-nous de Huntington, où Huntington analyse le même phénomène aux États-Unis, exactement le même, jusqu'au 11 septembre. Le 11 septembre a été une date très importante pour les Américains, de bascule quand même identitaire. Mais Huntington pointe le doigt que ne sont tolérées que 2 formes d'identité. L'infra-identité, donc elle peut être sexuelle, elle peut être ce qu'on veut, en réalité on s'en fout, rugbystique, j'en sais rien, et la supra-identité. C'est-à-dire l'appartenance à l'humanité mondiale. Mais l'identité centrale américaine il n'est pas envisagé qu'elle puisse être gratifiante, valorisée. Donc moi, ce qui me frappe presque le plus, j'en parle peu dans le livre, pour vous dire, monsieur le député, mais c'est l'effondrement de l'estime de soi de notre peuple. Alors, je vais revenir là-dessus, parce qu'effectivement, la chose a dû basculer aux États-Unis au moment du 11 septembre, puisque, d'une certaine manière, il y a eu un sursaut national, identitaire, et toutes les communautés qui composent le patchwork américain se sont soudées autour du drapeau et sont allées au combat, métaphoriquement et réellement. Bon. Et nous avons connu un phénomène à peu près identique, quoique de moindre ampleur, Dieu soit loué,
c'est quand même les attentats du Bataclan. De 2015 et de Charlie, ouais. Et alors la surprise, moi je m'attendais à une sorte de sursuite, mais pas du tout. Non, peu. Mais très peu, je veux dire, il n'y a pas... Alors je me permets de donner un contre-exemple, c'est un témoin, mais pour s'expliquer ces mécanismes d'assimilation à l'envers, qui vont vraiment très 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 loin. Je veux dire, ça nous interroge sur nos personnalités psychiques, vraiment. Nos mécanismes de défense se retournent contre nous. J'ai un témoin qui a été martyrisé à Crépy-en-Valois dans les années 90. Martyrisé, il débarque en France, ses parents étaient à l'étranger. Il est martyrisé pendant 1 an et demi, qui rentre dans un brouillard et il finit, sa mère le récupère en morceaux à l'infirmerie, mais il n'a plus de souvenirs, et il me dit j'ai épousé, il parle de syndrome de Stockholm, moi ce qui me fait parler de syndrome de Stockholmistan, parce que dans son cas c'est vraiment un syndrome de Stockholmistan, et lui a épousé le bourreau, enfin sa cause, il est devenu quasi pas musulman mais presque, arabe, chiite, et lui s'est réveillé en 2015 avec Charlie, c'est le seul qui s'est réveillé, et lui vraiment il a un désespoir, c'en est fascinant, il m'envoie des messages pour me dire lui, mais où allons-nous nous réfugier, nous Européens, est-ce qu'il faudra qu'on aille sur Mars, tellement on est chassés. Donc j'ai vraiment affaire à des profils de types qui ont été, je ne veux pas être victimisé dans l'absolu, mais exception faite de lui, la plupart du temps les gens s'assimilent à l'envers, se créent une identité d'emprunt, à telle enseigne que j'ai eu un témoignage, alors c'est pas dans ce cadre de ce livre-là, mais qui est fascinant, d'un Français converti à l'islam, de parents divorcés mais marseillais et bretons, qui me disait qu'il ne sera jamais français, parce qu'il sera enterré là-bas avec les siens, au Maghreb, alors qu'il est né à Paris, de parents bretons et marseillais. C'est pour dire un peu les mécanismes d'assimilation inversée. Et puis surtout notre fragilité psychologique. Je ne parle pas de la mienne en soi, mais c'est des systèmes immunodéficients. Je veux dire, intellectuellement, psychiquement immunodéficients. Mais je pense que ça, le syndrome de Stockholm, comment dirais-je, ça relève d'un réflexe de survie, tout bonnement. C'est-à-dire que soit on affronte son agresseur au péril de la mort, soit on fait allégeance. Voilà, on fait allégeance. Et puis du coup, on se convertit, et les conversions sont nombreuses. On se convertit, on devient même parfois plus radical que les radicaux, etc. Et donc, ou alors on a un statut éventuellement de dhimmi, c'est ça Oui, mais il y en a. Moi, tous les profils que j'observe, c'est des gens auxquels j'ai pas accès, puisque par définition, on les a perdus. Enfin, moi, je les ai perdus comme enquêteur, mais nous, Français, au sens plus large, on les a perdus. Ils sont devenus étrangers dans leur propre pays. Ils ont épousé la culture de l'autre rive. Et ça va, les stades ça va de la racaille, un profil de racailleux quand même qui est assez répandu. On l'a vu dans la première affaire de racisme anti-blanc qui a été médiatisée, et qu'il y a une condamnation en appel, seulement en appel, d'un gars qui s'appelle Arnaud Danger, qui est un Français de souche, mais qui a néanmoins traité de sale français et de sale blanc une victime, qu'il a balafré de 15 cm. Pour ça, il a été condamné en circonstance aggravante de racisme. Ça, c'est le type profil de racaille, on le perd. Il y a le dhimmi. Alors le dhimmi se fond dans le paysage. Le dhimmi, il fait semblant, c'est du confort. Il n'y a aucun jugement de ma part en disant cela. Et puis après, il y a la conversion. La conversion qui est un phénomène très largement sous-estimé. Les catholiques se flattent à Pâques de quelques milliers de convertis. Je m'en réjouis pour l'Église catholique. C'est formidable. Mais en face, c'est en dizaines de milliers que ça chiffre. Oui, c'est ça, c'est l'inverse. Et en plus, les convertis de l'islam vers le christianisme sont en danger. Oui, d'abord, ils sont en danger, ils se cachent de leur famille. C'est une sorte d'église invisible. Ils ne peuvent absolument pas pratiquer, ils risquent leur peau. Et je poursuis, on a la conclusion aussi, quand on fait une immersion dans ce genre d'univers, c'est qu'il y a des hiérarchies de prestige qui jouent encore plus dans les univers adolescents que dans les nôtres adultes. Exact, bien sûr. Et la hiérarchie de prestige, vraiment, c'est l'islam. C'est l'islam qui est tout en haut, qui est défendu, me disent les profs, d'origine musulmane, pour certains d'entre eux, qui est défendu par des non-musulmans de manière très virulente. Il est interdit de toucher à l'islam, c'est sacrilège de manger pendant le ramadan, c'est sacrilège de la part. Ils ne sont pas musulmans, les gars. Ils ne sont pas musulmans, et ils font la leçon à leurs condisciples, comme eux agnostiques, je veux dire, puisqu'ils n'ont plus de religion ni d'identité, en leur disant mais comment tu peux manger pendant le ramadan, mais c'est inenvisageable. Donc voilà le réel qui nous saute. Ce que vous dites fait écho au document que je viens de dire, que vous avez sûrement vu aussi, qui est il est là. Tenez, voilà, je vais le montrer à la... Oups, excusez-moi. Frères musulmans et islamistes politiques en France, c'est un document
du gouvernement. C'est le document déclassifié du Conseil de défense d'hier ou d'avant-hier, convoqué par le président de la République. Et donc, dans ce document très intéressant, très bien documenté, bon, ceux qui ont lu Bergeau-Blaclair n'apprennent rien, mais bon, tout de même, en tout cas là pour une fois, c'est de la littérature policière, administrative solide. On pourra plus dire qu'on ne sait pas. On parle quand même évidemment de la question identitaire dans ces termes. On dit, les policiers qui ont rédigé ça rappellent que la France s'est déchristianisée et que le fait que nous ayons dans notre pays 7,5 millions de musulmans déclarés, puisque c'est déclaratif, 11% de la population, est quand même le symptôme d'un basculement, d'une part, ils le disent, et surtout que cela donne, comment dirais-je, comme il n'y a plus de grand récit, il n'y a pas de récit national, il n'y a plus de récit mondial, comment dirais-je, comme le communisme ou je ne sais pas, des diverses religions, le document d'État suggère que dans certaines circonstances et dans certains quartiers, l'islam représente pour les jeunes en particulier une sorte d'espérance et de possibilité et possibilité de penser l'avenir, de se penser dans le temps et de se projeter. Alors ça, évidemment, pour le coup là c'est officiel, ça devient plus qu'inquiétant, c'est-à-dire que bon, c'est mesuré maintenant. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on a raté? Comment ça se fait? Parce qu'enfin, moi j'ai été chef d'établissement, j'ai été professeur, j'ai toute ma vie dans le système éducatif, mais vous avez raison, il y a une question générationnelle. Moi, mes élèves n'ont jamais été... il n'y a jamais eu 70... sauf en Madagascar. 60 nationalités dans ma classe, donc, sauf dans les lycées de la haute bourgeoisie malgache où je travaillais, le lycée français de Tananarive, où là effectivement, mais c'est des enfants diplomates, ça n'a aucun rapport. Bon, donc je comprends comment dirais-je, le gap là. Simplement, mais qu'est-ce que nous avons raté? Parce que les collèges sont désormais ethnicisés, c'est-à-dire que c'est les collèges ethniques. Je vous confirme. Les collèges ethniques. Mais ça a été documenté. Et donc qu'est-ce que nous avons raté? J'avoue que, même en termes d'analyse de la situation, vous voyez, j'ai été inspecteur d'académie de l'Essonne pendant 4 ans. Et donc, dans l'Essonne, le chef-lieu, c'est Évry. À Évry, il y a un certain nombre de collèges publics, connus d'ailleurs pour leur niveau de violence et la faiblesse de leurs résultats. Et je me souviens qu'il y avait des bagarres entre élèves d'ethnies différentes. Les Martiniquais, les Antillais, contre les Arabes, pour le dire. Et... il était absolument impossible, déjà à l'époque, c'était en 2000, d'envisager pour moi de demander, d'affecter, puisque c'est l'inspecteur d'académie qui affecte, des élèves antillais dans l'autre collège. Parce qu'en fait, c'est un collège arabe. Mais tout le monde le sait. C'est ce que vous faisiez, vous, comme inspecteur d'académie, les bailleurs sociaux le font. Alors, c'est un sujet sur lequel je n'ai pas assez travaillé, mais je sais que les bailleurs sociaux le font. Je veux dire, ils assignent des populations. Parce qu'il y a des phénomènes, on parle de ghettoisation, mais c'est de l'auto-ghettoisation. C'est quand même des phénomènes d'auto-ségrégation. Et ça se conçoit. Je veux dire, c'est des populations assez communautaires qui ont tendance à se rassembler. Alors, avant pour répondre à la question centrale, comment on en est arrivé là? C'est avant le rapport sur les frères musulmans, il y a quand même pas mal de choses. Moi, je cite dans le bouquin la commission Stasi, mais la commission Stasi, c'est fascinant. Il y avait pas mal d'auditions qui n'ont pas été retenues. Les auditions les plus brûlantes n'ont pas été retenues. Il y a des auditions de directrices de collèges qui parlent des derniers élèves blancs qui ont quitté les collèges en 2003. Ah oui, bien sûr. Le rapport d'un de vos collègues, Aubin, 2004. Même chose, lui. Les profs ont peur. Les profs ont peur. 100 000 profs menacés par an. 2000, le rapport du Haut Conseil à l'intégration en 2012, qui pointe précisément déjà le phénomène de communautarisation islamique, de lycées totalement islamisés. C'est 100% islam. C'est 100% halal. Donc ça, on ne veut pas en parler. Alors Dieu merci, c'est enfin sur la table. C'est avec l'estampille des services de l'État, donc tant mieux, ça donne du crédit, de légitimité à la chose. C'est pas mal. Et puis là, pour le coup, ça va pas être enterré, en tout cas pas immédiatement. Tous les autres ont été enterrés. Comment on en est arrivé là? C'est le deuxième volet de l'enquête. En réalité, c'est leur ressentiment et notre absence de notre vide identitaire. C'est un phénomène de déconstruction au long cours sur un demi-siècle, qui a d'abord affecté la culture savante. Le bouquin de Paul Lyonnais est fantastique. Il n'a pas pris une ride. Voyage au centre du malheur français, qui a été récemment réédité par l'Artilleur, et qui analyse le processus de déconstruction du récit national ou du roman, mais je préfère
le terme de récit à celui de roman, à travers le bouquin de Paxton, c'est en 72-73, jusqu'à Bernard-Henri Lévy, 79-80. Mais entre les deux, vous vous rendez compte que la culture populaire est complètement contaminée. J'adore Romain Gary, mais Émile Ajar fait, je ne sais plus quel roman, avec Madame Rosa, en 75, il a le prix Goncourt pour ça. Vous lisez le roman, c'est complètement délirant. C'est une rescapée de la Shoah qui accueille un petit musulman qui devient amoureux d'elle, le petit Momo, Mohamed, et vous mettez ça à la lumière de l'affaire Knoll, il y a 5 à 6 ans, où un musulman égorge une rescapée de la Shoah. Je veux dire, la petite Lily de Perret. J'avais pour élément fait recenser dans la culture populaire, tout ce qui a sabordé le récit national et détruit l'image que les Français font d'eux-mêmes. Si on arrive dans les collèges avec des jeunes Français de souche qui ont honte de leur origine, je veux dire, qui s'inventent. Moi, j'avais déjà ça, dans les années 80. Je veux dire, je suis à Paris. Moi, mes copains de 19e, 20e disaient qu'il était basque, l'autre qu'il était corse, l'autre qu'il était italien. À fin des années 80. Et comme le dit Paul Lyonnais, sa déconstruction s'est traduite avec SOS Racisme, années 80, reconnaissance de la culpabilité de la France dans les crimes de la Shoah par Jacques Chirac, qui est un événement central, vraiment central. L'affaire du Veldiv, du Veldiv, parce que là, c'est l'institution qui sanctionne ce procès en rétro-satanisation de la France. Et moi, les témoins me disent, donc blancs, qu'ils sont traités de nazis, quoi. Quand il n'y a pas un racisme qui s'exerce de façon nominale, monsieur le député Chudeau, monsieur Bousquet, vous êtes explicitement raciste. Quand ça dépasse ça, le procès, c'est un procès à la France générale. Donc nous sommes des collaborateurs, c'est ce qu'on leur dit, je veux dire, des esclavagistes, collabos, nazis. Voilà, c'est on leur dit ça. Ouais, c'est ce que quand on les attaque pas nominalement, j'ai pas mal de témoignages de profs. Là, je pense à Argenteuil, donc en 93, Aubervilliers, Bobigny et les Mureaux. Je pense donc c'est vraiment dans des univers qui sont des pétodières. Et parmi les communes les plus pauvres d'Île-de-France, pour les Mureaux, etc. Et ben dès que le petit blanc est responsable de tous les péchés de l'humanité, quoi. Donc comment on en arrive à ça? Est-ce qu'un pays est-ce qu'un individu peut survivre à l'effondrement de sa propre image psychique, de son reflet, quoi? Alors, on voit bien ce que vous expliquez. Soit ils se radicalisent, je veux dire, ils deviennent militants, identitaires pour le coup. Soit ils s'en vont. Soit ils s'en vont, ou soit ils se fondent. Ou alors c'est des profil bas, on fait ce qu'on peut, puis on reste sur place. Et on peut pas, donc si en face de nous, on a une religion missionnaire, dynamique, qui n'a aucune mauvaise conscience, qui est le cas de l'islam, évidemment, pour un adolescent, c'est un socle solide, auquel il peut s'identifier, et puis il participe du rayonnement D'autant plus que les frères musulmans et tout ce qui gravite autour d'eux ont construit, comme le dit le rapport, un écosystème. C'est-à-dire qu'il y a une prise en charge complète. C'est humanitaire, c'est social, c'est culturel, c'est cultuel, c'est sportif, c'est associatif, c'est fraternel, et aucun problème. Je veux dire, les gens sont pris en charge. Ils ont essaimé. Ils sont essaimés, et donc le dhimmi, qui sait pas trop, qui en a marre de se faire taper sur la tête dans la cage d'escalier, il fait allégeance, au fond, il fait allégeance, il se soumet. Islam signifie soumission, et donc il est pris en charge. Après, la communauté s'occupe de lui. Tout se passe bien. Il y en a des exemples concrets sur le. Moi, j'ai travaillé sur le sujet, donc je peux en parler sur ce phénomène de la conversion, parce qu'il y a des conversions de confort, des conversions sincères, mais elles sont de plus en plus rares. C'était autrefois des intellectuels, des orientalistes qui se convertissaient. Comment s'appelait-il, Garodi? Voilà, Garodi, communiste. Il y avait des danseurs aussi, je les ai plus. Mais la plupart des conversions, désormais, c'est précisément parce que l'univers environnant est dominé par la culture musulmane. Jusque dans alors moi, ce qui m'a aussi frappé dans le reportage, dans mon enquête, c'est que dans le privé catholique, dans des zones, alors dans le 93, je peux pas dire la commune, ou dans les Hauts-de-France, c'est qu'il y a une majorité d'élèves musulmans. Et dans le primaire, on est vraiment à fond dans les frères musulmans. Alors c'est à la fois frériste et salafiste, mais c'est la même
disons que le logiciel islamique est salafiste, c'est qu'on reproduit tous les codes du salafisme, il ne faut pas se mélanger aux autres, surtout pas. Mais dès la cour d'école, c'est ça qui, moi, dans le primaire catho, c'est des mères qui témoignent en me disant, mon enfant, alors il y a eu des témoignages à Paris de Dimitri Pavlenko sur le sujet, mais c'est elles qui me le disent dans les Hauts-de-France, mon fils est traité de halouf dans la classe, à la cantine, on interdit aux jeunes filles à partir de 8 ans de fêter les anniversaires, c'est typique du salafisme, je veux dire, c'est vraiment l'univers salafiste, et je parle de privé catho. Donc nous, si on a opposé que notre œcuménisme catholique, notre universalisme républicain, ça ne fonctionnera pas. Non, mais ça ne marche pas. Ouais. Ça n'imprime pas, comme disaient autrefois les jeunes. Parce que, bon, effectivement, la charité chrétienne, l'ouverture à l'autre, même l'œcuménisme d'une part, et puis de l'autre côté la laïcité, ça ne fonctionne pas. Non, ça ne fonctionne pas. D'autant plus qu'on le sait par des enquêtes que nous conduisons avec Romain, les jeunes professeurs ne croient plus du tout aux valeurs de la laïcité. Ils considèrent que cette laïcité-là doit être aménagée d'urgence. Ce qu'ils font. Hors de tout contrôle. Des accommodements dans leur propre classe. Voilà, exactement. Il est certain que la plupart des professeurs n'abordent plus les questions qui fâchent. Je confirme. Moi, j'ai recueilli des témoignages de profs, mais c'est à la marge. Je crois, alors c'est à vous de me dire si je me trompe, qu'il y a à peu près un enseignant sur 5, ce qui est très peu chez les fonctionnaires qui votent RN ou Reconquête. Mais c'est assez peu, c'est plus que ça ne l'était par le passé, mais c'est assez peu. Et moi, j'ai des témoignages de profs qui me disent qu'ils sont totalement isolés dans la salle des classes parce que eux font des cours d'éducation, je ne dis pas de bêtises, quel est le bon terme, d'éducation morale et civique. Eux en font, mais leurs collègues leur disent non, il n'y a pas de problème, il n'y a absolument aucun problème, chez Zou, tout va bien. Donc eux, ils sont marginaux dans l'institution éducative et refusent d'acheter la paix dans leur classe. Donc ils prennent des risques. Et ils vivent avec l'idée que Samuel Paty dans un coin de la tête. Dominique Bertrand. Tout ça, ce sont des... La terreur, ça fonctionne comme ça. On se souvient de visages horribles de la violence, et on a beau dire qu'on n'est pas impressionné, que jamais on ne baissera les yeux, en fait, on l'a intériorisé. Moi j'avais une formule, vous savez, en 2015, il y avait Je suis en terrasse, dans le 11e arrondissement, qui a survoté, après les attentats du Bataclan, qui a survoté, je pense, je ne sais plus à quelle élection, pour la liste écolo plurielle, comme majorité plurielle. Et non, en fait, non, ils sont terrassés, les pauvres, ils sont pas en terrasse, ils sont terrassés. La preuve en est, c'est que fin 2015, il y a eu un pétard qui a explosé place de la République, toutes les terrasses se sont vidées, ça a été fascinant. Et les types avaient l'autocollant Je suis en terrasse, mais non, t'es terrassé, mon garçon, et ça fait très longtemps que tu le sais, quoi, donc c'est pas la peine de fanfaronner. Exactement, bien sûr, tout à fait. Donc en tout cas, ce système fonctionne. Donc nous avons échoué, le système éducatif, franchement, échoue totalement dans l'intégration. L'assimilation, n'en parlons même pas. Dans l'intégration, c'est fini. Et au contraire, on assiste à un phénomène de prise de contrôle de nombre d'établissements publics et privés sur l'État, vous avez raison, par au fond l'orthopraxie, si je puis dire. C'est parce que ça se fait au quotidien, parce qu'une fille est voilée, que le prof refuse qu'elle retire son voile, parce que le ramadan, c'en est fascinant, le ramadan. C'est devenu quiconque mâche un chewing-gum dans la cour de création. Ah non, c'est pas la peine, chewing-gum, sucette. Il le risque, c'est pas une formule, moi c'est ce que me disent des enseignantes au Muro, c'est que pendant le ramadan, je veux dire, vous faites péter la gueule, c'est pas compliqué, il reste une demi-douzaine de personnes à la cantine, et à chaque sortie de cantine, il y a un risque de pétage de gueule. Ah oui, bien sûr. Et là c'est 25 ans en arrière, tout ça c'est très ancien, mais pour dire à quel point le contraste entre la réalité et sa représentation médiatique, M6 fait des séries documentaires, et elle fait M6 a fait une année à Jean Villard au Muro, collège pour lequel j'ai eu miraculeusement 2 témoignages qui se recoupent pas, parce que c'est pas les mêmes années, c'est les mêmes disciplines, pas les mêmes années. Et quand on regarde le doc de M6, c'est fascinant. Je veux dire, on voit que c'est un collège réseau d'éducation prioritaire, le niveau est pas très bon. Et de fait, oui, c'est les résultats les plus médiocres dans le département du collège. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas de problème. Alors que le lycée a brûlé 3-4 fois, a été refait 3-4 fois. Je veux dire, les filles se font exciser, c'est atroce. C'est atroce.
mais la représentation médiatique qu'on nous donne avec l'imprimatur du corps enseignant, c'est il n'y a pas de problème. Voilà, tout à fait. Donc, pas de vague, tout va bien, et on continue comme ça. La déconstruction interne du système et l'effondrement du système. Et je trouve que ce que vous décrivez, ce que décrit maintenant ce rapport officiel, entre parenthèses, ce rapport officiel va nous être très utile en politique, je veux dire. Non pas pour, comment dirais-je, faire une exploitation primaire, mais simplement ce qui est dit par l'État est opposable. Il y a le sceau de l'État. Autrefois, quand on disait exactement ce qui est écrit là, on est fascistes, vous connaissez la musique, des nazis, des machins, des obsédés, des islamophobes, bien entendu, etc. Désormais, il y a un document officiel qui fait foi et qu'on pourra opposer dans le dialogue, dans le débat public. Bon, bref, donc j'espère que vous aurez quand même néanmoins raison. Vous avez raison, il y a le sceau de l'État, mais le rapport qui est donc remis en 2012 du Haut Conseil d'intégration est quand même très explicite. C'est une commission qui est parrainée, qui a été créée par l'État, qui a le sceau de l'État, etc. Alors certes, François Hollande l'a enterré fin 2012, mais au préalable, François Fillon l'avait déjà quasiment enterré. Il avait quasiment enterré, avant qu'il y ait changement de majorité. D'accord. Et depuis, on n'en parle pas. Il y a quasiment tout dedans. Si on creuse, même si le sujet n'est pas abordé ou peu par l'INED et l'INSEE, il y a quand même néanmoins eu quelques commissions et quelques rapports. On a la matière première. On a la matière première qu'on peut analyser. Simplement, on le fait pas. On l'enterre. Voilà. Alors les choses sont en train de se défaire, vraiment très sérieusement. Le territoire s'archipélise, comme dirait Fourquet, etc. Bon, tout ça, nous le savons déjà, etc. Maintenant, la question qui se pose pour un politique, et même pour un citoyen, pour tout le monde, au fond, c'est et après, qu'est-ce qu'on fait pour redresser la barre, pour reprendre le contrôle? Parce que là, ça ne peut pas continuer. Enfin, ça va continuer, c'est sûr, encore au moins 20 mois avec Macron. Mais ensuite, comment est-ce que vous voyez la possibilité de reprendre la main sur notre propre destin, au fond? Il est indispensable que le politique, ce que vous faites, s'empare du sujet. Alors pour la question du racisme anti-blanc, mais ça n'est jamais qu'une partie d'un tout, qui est la question migratoire. À la fin des fins, c'est les déséquilibres démographiques induits par la submersion migratoire à flux continu depuis. Et Emmanuel Macron, il y a 3 jours, disait: je ne vois pas le problème. Tant qu'on ne la séchera pas, tant que notre classe politique ne considérera pas que c'est un problème majeur, on ne résoudra pas le problème. Il ne va que s'amplifier. On aura cette France en effet communautarisée. Les Blancs vont aussi se communautariser, ce qu'ils font d'ores et déjà. Non, c'est même pas que ça commence, c'est déjà le cas, en ce sens que les stratégies scolaires des parents sont d'ores et déjà communautaires. Donc, évidemment, ça, c'est un grand non-dit de la carte scolaire, mais de fait, depuis 20, 30, 40 ans, c'est déjà le cas. Donc c'est déjà institué. On aura des îlots d'excellence, ce qui est d'ores et déjà le cas, je veux dire, entourés par des déserts et aussi des déserts scolaires. Donc ça ne peut que s'amplifier. Et quand je dis ça, je ne veux pas envoyer des signaux seulement négatifs, mais de fait, moi, tous les témoignages que je reçois désormais après le bouquin corroborent ça, et l'amplifient cette lecture. Donc évidemment, après Gramsci, je veux dire, pessimisme du constat, de l'intelligence, optimisme de la volonté, on a déjà par le passé résolu les questions migratoires avec des pays qui ne posaient pas les problèmes que ne posent les immigrations extra-européennes. Mais dans les années 30, on a su intégrer ou remigrer, j'y peux rien, c'est déjà le cas. Des populations italiennes, polonaises, espagnoles, dans des ordres de grandeur vraiment colossaux. Je parle de centaines de milliers de gens. Parce qu'on se heurtait à des problèmes. D'abord, il y avait des problèmes de crise, la crise était là, de sous-emploi de population, et donc les États, Daladier et d'autres, ont pris ce genre de mesures. Mais bon, sans aller jusque-là, tant qu'on ne mettra pas sur la table cette question-là, la question migratoire, pardonnez-moi la formule, on pissera dans un violon. Je veux dire, donc on pourra. C'est dans le projet de Marine, là, franchement, et c'est pas une page de publicité, c'est de la politique, c'est de la vraie. Après son élection, il est prévu
presque immédiatement après, un grand référendum sur cette question. Sur cette question immigration, identité et souveraineté nationale par rapport au carcan des dispositions législatives européennes. Et donc, ceci devrait nous permettre, parce que c'est bien de vouloir, par exemple, interrompre le regroupement familial, sauf que maintenant, les directives européennes nous l'interdisent. Et que donc, les décisions que nous pourrions prendre seraient cassées par différents tribunaux et que ça créerait un contentieux et ça bloquerait tout. Donc il faut sortir de là. Il faut absolument se desserrer ce carcan, et le faire sauter même. Et là, il n'y a qu'une solution, c'est le recours au peuple souverain. Oui, bien sûr. Pour un référendum. Ça, c'est vous, le politique, de le faire. Mais moi, je voterai pour le politique qui me proposera cette formule-là. Et donc ça, c'est bon. Actuellement, nos adversaires politiques, la droite classique, la droite molle, procèdent à un pillage éhonté de nos idées. Mais enfin, ça prouve qu'elles sont bonnes déjà. C'est l'hommage des vices à la vertu. Oui, c'est l'hommage des vices à la vertu, parfaitement. Bon, on parle de référendum sur l'immigration, très bien. Mais nous le ferons. Eux ne le feront jamais parce qu'ils en ont trop peur. Nous le ferons en 2027 si le peuple le veut, et du coup nous disposerons des outils juridiques et législatifs. Voilà, parce que et nous le ferons, et à ce moment-là succéderont une série de lois mettant un terme à l'immigration de peuplement. Et rétablissant une immigration de travail, ce qui est utile à l'économie sans problème. Et puis donc avec une reprise en main. Alors évidemment, la question qui se pose, c'est celle du stock, pour parler comme les statisticiens. Les démographes. Les démographes parlent du stock et du flux. Bon, on peut arrêter les flux, mais le stock est là. Et le stock, il est déjà considérable. Donc là, je pense qu'il faudra y réfléchir du point de vue culturel, de ce que l'on fait pour hâter l'assimilation, et du point de vue scolaire. Il n'est pas normal qu'un élève qui passe 15 ans sur les bancs de l'école, au minimum, puisse vivre dans la détestation de la France. Là, il y a un vrai problème de transmission. Il y a un problème presque, si je voulais être technique, il y a presque un problème de pro. Comment est-ce qu'un professeur d'histoire, un professeur de lettres, un professeur de philosophie obtient que ses élèves détestent la France? C'est pas le prof en soi. Le problème, c'est que le professeur, la majorité des professeurs, pas tous, n'arrivent pas à concevoir que le procès qu'il fait de la France va se traduire dans le cerveau de garçon ou de la fille. Il y a une sorte d'alchimie, j'en sais rien, chimie du cerveau qui fait que le prof ne fait que dire vous savez, le bruit latent qu'on attend, c'est que la France ne regarde pas assez ça, le Canada dans son placard, alors qu'on ne fait que ça. Mais bon, donc pour eux, ils regardent ça de loin en tant qu'historiens, je veux dire. Mais dans le cerveau du gosse, non, dans le cerveau du gosse, c'est des salauds de collabos. Oui, c'est une faute professionnelle, parce qu'un professeur devrait savoir que s'il veut développer l'esprit critique, puisque c'est un des objectifs du système, et le libre arbitre de ses élèves, il ne peut pas leur imposer, leur prescrire une pensée. Il doit les amener à prendre de la distance, y compris par rapport à ça. Et quand il répand des légendes mémorielles sur le fait qu'on serait coupable de crimes de l'humanité, etc., qu'on aurait un lourd passé, les heures sombres de l'histoire, les plus sombres, la bête immonde et compagnie, il croit probablement de bonne foi, idéologiquement, transmettre l'esprit critique. En fait, il transmet juste la haine de la France. Il transmet qu'un passé qui est un passif. Moi, je suis pas contre ça dans l'absolu. Je suis un lecteur de Hannah Arendt, et sur les questions de la responsabilité, on peut pas se réclamer de la gloire de nos pères, au pluriel, sans également mettre sur la table leur part d'ombre. Aujourd'hui, il n'y a que leur part d'ombre qui est mise sur la table. Donc de fait, ça crée un problème, mais le problème, il est plus large, moi, je pense. Je veux pas envoyer... Alors, vous êtes un politique, et comme politique, vous proposez des solutions. Moi, un regard de journaliste, disons. Mais le mal est tellement profond. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur Foucault, et Foucault nous montre une chose. C'est Pierre Legendre qui dit ça de Foucault. Il dit que Foucault a fait rentrer l'hérésie dans l'institution. Donc l'hérésie est devenue la nouvelle orthodoxie. L'institution, c'est le Collège de France, c'est l'université, c'est Vincennes à l'époque, mais maintenant c'est tout. Donc on vit vraiment sous les figures de l'inversion, et Foucault, ce mécanisme de l'inversion est très fort. Dans tous les mécanismes totalitaires, il y a, c'est
ce que dit Orwell pour 84, ce qui domine ce monde-là, c'est l'antiphrase. Mais l'antiphrase, c'est que le mot poli de l'inversion. C'est que le bien, c'est le mal, l'homme, c'est la femme, etc. Et le pays d'accueil, c'est un étranger chez lui. C'est ça. C'est l'allogène et l'indigène. Voilà, donc tout est renversé. Le mal est vraiment profond. Donc bien sûr que la volonté et le volontarisme politique permettra. On a des exemples au niveau municipal de changements en 1, 2 mandats. Moi j'ai toujours en tête, parce que je le connais bien, le maire de Béziers. Avec un ami, Jean-François Michaud, nous allions souvent à Béziers. Béziers a été métamorphosé en 2 mandats. C'est-à-dire qu'au niveau local, on arrive à changer une ville en 2 mandats. Vraiment, on arrive à la changer. Donc on peut imaginer qu'au niveau national, on peut peut-être... 2 mandats, mais cela étant dit, le mal est profond. Et tant qu'on ne le diagnostiquera pas avec vérité, c'est notre institution, s'il y a 80% des enseignants qui pensent qu'il n'y a pas de problème, c'est que nous avons un problème. Et ils ont appris ça à l'IEFM, enfin à l'ASPE. Donc, et évidemment, dans les revues syndicales. Et ça, vous pouvez le dire des magistrats, vous pouvez le dire des journalistes, vous pouvez le dire des comédiens. Donc, c'est l'ensemble de l'institution France qui est atteint d'un mal. Moi, je suis lecteur de Nietzsche, j'évoquais la question du ressentiment, qui est atteint d'un mal qui le travaille, qui s'appelle le nihilisme, qui s'appelle... Donc on rentre dans des sujets qui requièrent de longue analyse, certes, mais la médication sera... le salut sera dur. Je pense que ce sera dur. Peut-être que la médication sera... rude. Je fais le maximum. Mais tout le monde le dit. Je veux dire, au point où on en est, ça ne pourra pas se passer forcément très gentiment, parce qu'il va bien falloir poser des limites et puis faire en sorte que les gens rentrent... qu'on ne peut pas laisser détruire la nation. Ça n'est pas possible, c'est pas envisageable. Dans le contexte international dans lequel on vit, si en plus on est grignoté de l'intérieur par la haine de soi et par la haine de nous-mêmes, par l'autre qui est chez nous, qui est un Français de papier portant. Là, on va vers l'explosion du pays, quoi. C'est pour le moment où l'implosion, le pays qui s'écroule, c'est ce à quoi on assiste. Le pays s'écroule sur lui-même, économiquement, anthropologiquement, culturellement, éducativement. Ça n'est pas possible. Et donc, de ce point de vue-là, nous porterons en tout cas déjà le travail que vous avez fait. Je pense qu'il est utile, comme celui de Mme Berger-Blaclair et d'autres sociologues ou journalistes qui visent à mettre des mots sur les choses et à montrer la réalité, la vérité. De retirer le voile de mensonge, le voile de mensonge, enlever et puis que l'on puisse éclairer le débat avec des faits, des témoignages, et une analyse de ces faits, de ces témoignages, permettant de comprendre ce qui est en train de se passer sur le moyen et le long terme, en termes d'avenir de la nation. C'est brutal, mais c'est quand même très clair. C'est qu'allons-nous devenir ? Tout le monde se pose la question. Moi, je suis député, je parle avec beaucoup de monde dans ma circonscription, en Sologne. Les questions, c'est comment ça va finir ? C'est qu'allons-nous devenir ? C'est des questions presque angoissantes. C'est encore 20 mois comme ça, mais où on va ? Après, comment on va faire pour redresser la barre ? Sans compter ceux qui sont nombreux et qui me disent, de toute façon, tout est foutu. Beaucoup, on entend ça. Beaucoup, Oui, donc on oppose. Le tableau est sombre. Les problèmes sont structurels, donc on ne va pas les résoudre du jour au lendemain. Mais le simple fait que déjà qu'on en ait conscience, qu'un parti politique, ou que des partis politiques s'emparent de la question, qu'on ait besoin, on a besoin, le rapport officiel présente un avantage, c'est qu'il est officiel. Donc ça donne un surcroît de légitimité à un bouquin, par exemple, qui ne l'est pas. Même chose pour un référendum. Si le référendum en démocratie, c'est le vrai souverain, c'est le jury populaire, et non pas les magistrats, c'est le jury populaire. Si le jury populaire nous permet d'avoir une majorité lourde, convaincante, les choses changent. Les choses changent parce que... Déjà, même dans les représentations, symboliquement, les choses basculent. C'est un moment de bascule. C'est ce que nous voulons obtenir dans les 2-3 ans qui viennent. Il faut obtenir ce mouvement où, au fond, ce que Marine appelle les sursauts français, il y a beaucoup de sursauts dans notre histoire. Il y en a plein, même De Gaulle le rappelle dans ses mémoires de guerre, où il dit que la nation est faite pour des succès éclatants ou des malheurs achevés, ou l'inverse, peu importe, en tout cas, c'est une sorte de mouvement de yo-yo qui est très français,
pour l'instant, on s'en sort. Ça fait quoi, 1500 ans que nous existons à peu près. Ça dépend des lectures historiques, mais on s'en est sorti. On a frisé des catastrophes incroyables, bon, mais ouvertes. Là, le problème, c'est que c'est latent et que c'est intérieur. Voilà, puis avec des paramètres inexorables. Hein. C'est ça, notamment la démographie. Dont la démographie et l'immigration. Donc ça, c'est des impondérables. Donc ça, c'est effectivement là où on est atteint dans nos œuvres vives. Il est plus le temps de réagir. C'est pas la première fois qu'on est confronté à des phénomènes d'effondrement démographique. Hein. Non, c'est la guerre de 100 ans, on divise par 3, je crois. Bien sûr. Sur des ordres de grandeur déjà assez conséquents. Là, simplement, il y a un phénomène de remplacement. Comment on le résout, quoi. Voilà. Donc les deux courbes se croisent et c'est en ciseaux. Hein. Il y a une qui descend et l'autre qui monte. Et donc ça, c'est un petit peu plus tard. Enfin bon, écoutez, cher François Bousquet, merci pour cet échange. Merci. N'est-ce pas, qui, je suis certain, passionnera nos téléspectateurs, je vous appelle dire ce mot parce que c'est tellement prétentieux, mais bon, en tout cas ceux qui ont la gentillesse de bien vouloir suivre l'émission Faire École, et puis donc à se revoir. Je suis certain qu'on sera amené à se revoir puisque le problème que vous soulevez est un problème de fond. Je rappelle exactement comme sur les plateaux, je rappelle votre ouvrage, Le Racisme anti-blanc, dont je recommande la lecture. Merci beaucoup. Merci.